Reproduction de la plante entre vie fixée et mobilité. Cours de terminale, spécialité SVT. Nous allons travailler aujourd'hui sur la fécondation chez les plantes à fleurs. Et chez les plantes à fleurs, donc nous parlerons des angiospermes que nous avons déjà définis dans le cours précédent. Chez certaines espèces, la fécondation des gamètes femelles par les gamètes mâles de la même fleur est possible, voire obligatoire. Dans les autres cas, elle est rendue possible par divers mécanismes d'incompatibilité. Alors nous allons essayer de comprendre comment se réalise la fécondation chez une plante à fleurs, angiosperme, et nous allons montrer que différentes adaptations permettent d'éviter l'autofécondation chez les fleurs hermaphrodites, qui sont les plus nombreuses. Alors essayons pour commencer de dégager une problématique. Donc nous parlons de fécondation chez les plantes à fleurs, chez les angiospermes. Nous ne parlons pas des gymnospermes par exemple. Les ovules contiennent des gamètes femelles qui sont situées à l'intérieur des ovaires. Donc je répète que les ovules contenant les gamètes femelles sont situés à l'intérieur des ovaires. Les grains de pollen contenant les gamètes mâles se forment dans les anthères des étamines. Je répète que les grains de pollen contenant les gamètes mâles se forment dans les anthères des étamines. Alors, puisque les gamètes ne sont pas dans les mêmes endroits, on peut se poser la question, comment est-ce que les gamètes peuvent-ils parvenir à se rencontrer pour fusionner? C'est compliqué parce que on a des ovaires qui contiennent des ovules, on a des étamines en relation avec les grains de pollen, donc on est un petit peu perdu. Donc c'est bien une problématique de savoir comment ces gamètes parviennent à se rencontrer pour fusionner. Alors on peut, avec le sourire, faire le parallélisme avec les autres animaux, par exemple mammifères, etc., même l'homme. Par exemple, on parle bien d'ovaires, d'ovules, mais on ne parle pas de testicules chez les plantes. Mais on parle bien d'ovaires. Par contre, chez les plantes, on parle donc d'anthères, d'étamines et des grains de pollen. Alors, comment est-ce que c'est possible tout ça? C'est-à-dire cette rencontre des gamètes. Donc, nous allons voir dans un premier temps la rencontre des gamètes dans l'ovaire. Et nous allons voir dans un deuxième temps différentes modalités de fécondation. Commençons par essayer de comprendre comment se rencontrent les gamètes dans l'ovaire. À l'extrémité du pistil. Alors, nous avons déjà défini les organes mâles et femelles des fleurs dans le cours précédent. Donc, je ne redétaille pas dans ce cours. Donc, à l'extrémité du pistil, le stigmate est un véritable piège à pollen. Pourquoi? Eh bien, il comporte un tissu glanduleux qui sécrète un liquide sucré. Sa surface peut être collante, visqueuse, plumeuse ou bien porter des aspérités, etc. Donc vous pouvez voir sur des photographies que vous allez vous procurer sur Internet un stigmate de lys, LIS, recouvert de grains de pollen. Donc on voit bien le stigmate à l'extrémité du pistil, recouvert de grains de pollen. Donc tout à l'heure, on a bien dit que les grains de pollen contenant les gamètes mâles se forment dans les anthères des étamines. Donc les grains de pollen ne sont pas
les gamètes. Vous pouvez remarquer également, toujours vous procurer une image sur internet, des gouttelettes visqueuses jaunâtres produites par le stigmate d'un crocus. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, le pollen se dépose sur le stigmate, on l'a vu, et y adhère. Donc ça veut dire qu'il tient, puisque c'est un piège en fait. S'il est reconnu comme compatible par les cellules du stigmate, et ceci grâce à un contrôle génétique, eh bien ce grain de pollen va être réhydraté par le liquide sucré sécrété. Sécrété par quoi? Par le stigmate. Il va alors germer et former un tube que l'on appelle un tube pollinique. Donc il germe et forme un tube pollinique qui va s'insinuer dans les tissus du pistil. Donc vous pouvez observer par exemple sur un crocus des grains de pollen qui ont germé en vous procurant une image sur internet. Donc grains de pollen germés chez le crocus. Donc ça fait des espèces de petites boules et comme une petite racine qui s'enfonce dans les tissus du pistil. Donc ça c'était les premiers et deuxième points. Troisième point, ce tube pollinique va s'allonger. Les noyaux des gamètes mâles sont transportés passivement dans le tube. Donc vous pouvez voir sur une image internet la croissance d'un tube pollinique de lys au microscope optique. Vous pouvez voir également des tubes polliniques progressant vers les ovules à travers les tissus du pistil chez l'arabette des dames, et ceci au microscope en fluorescence. Donc on voit très bien ces espèces de petites boules et puis ces excroissances du tube pollinique qui contient les gamètes mâles. Donc ça c'était le troisième point. Quatrième point, les tubes polliniques vont parvenir jusqu'à l'ovaire où se trouvent les ovules. Et là, on commence à mieux comprendre ce qui va se passer. Leur guidage s'effectue grâce à des signaux chimiques émis par les tissus mâles et femelles. C'est très mystérieux tout ça. Et alors, les gamètes mâles vont pouvoir féconder les gamètes femelles contenues dans les ovules. Il se forme ainsi des cellules œufs. Donc vous pouvez vous procurer une image sur internet montrant une coupe longitudinale du pistil, montrant les étapes du rapprochement des gamètes mâles et femelles. Donc là, on a bien compris comment se faisait la rencontre des gamètes dans l'ovaire. Premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point, qui ont montré que à l'extrémité du pistil, il y avait un stigmate qui était un piège, que le pollen se déposait sur ce stigmate, qu'il allait germer, et que cette germination allait produire des tubes polliniques dans lesquels se trouvent les gamètes mâles, qui vont passivement descendre à mesure que le tube descend, à l'intérieur du tube. Ils vont arriver, ces tubes polliniques, donc jusqu'à l'ovaire. Là, il y a les ovules. Il va y avoir une fécondation pour former les cellules œufs. Et là, on a mieux compris ce qui se passait et on a répondu en partie à la problématique comment les gamètes peuvent-ils se rencontrer pour fusionner. Donc ça, c'est une problématique, mais on peut imaginer qu'il existe différentes modalités de fécondation. Alors, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Maintenant, ce premier document donc, nous a montré les étapes aboutissant à la rencontre des gamètes mâles et femelles dans l'ovaire.
Maintenant, comme je vous ai dit, essayons de voir les différentes modalités de fécondation. Alors, il existe des fleurs que l'on appelle des fleurs autogames, de pois de senteur par exemple. Les étamines, donc étamines et pistils, sont enfermés dans la carène qui est formée de 2 pétales soudés. Donc ça, c'est un exemple. Vous pouvez vous apercevoir en regardant ou en cherchant une image sur Internet concernant des inflorescences de pimprenelles que les stigmates des fleurs femelles et les étamines pendantes des fleurs mâles sont présents chez la même espèce. Cette espèce est monoïque. Les stigmates des fleurs femelles sont réceptifs alors que le pollen des fleurs du même plant n'est pas encore à maturité. Donc c'est une autre façon de pouvoir féconder les choses. Si on prend l'exemple du kiwi, le kiwi, lui, c'est une plante dioïque. Certains pieds portent des fleurs mâles, alors qui contiennent quand même des étamines, mais ces étamines sont fertiles, et qui contiennent également du pistil, mais ce pistil est, lui, par contre, stérile. Et d'autres pieds de kiwi portent des fleurs femelles avec des étamines stériles et le pistil qui lui est fertile. Donc vous voyez la petite nuance entre les plantes monoïques et les plantes dioïques. Vous pouvez également regarder chez la prime vert, donc 2 types de fleurs. Vous allez avoir un premier type de fleurs avec les étamines situées vers les hauteurs et le stigmate situé vers le bas. Ou bien d'autres sortes de prime vert où le stigmate est plutôt en hauteur et les étamines sont vers le bas. C'est le mystère de l'évolution. Donc, lorsque l'on parle de différentes modalités de fécondation, 2 points à noter, et même peut-être 3 points à noter, c'est que d'abord, premier point, la reproduction sexuée est source de diversité génétique. Pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'elle assure le brassage des allèles des parents, ce que l'on a vu dans d'autres cours. Or, près de 90% des angiospermes ont des fleurs hermaphrodites. Certaines plantes à fleurs hermaphrodites pratiquent ce que l'on appelle l'autofécondation, c'est-à-dire que les ovules d'une fleur sont fécondés par des grains de pollen de la même fleur. C'est le cas de certaines plantes cultivées comme le soja, le blé, le lin, le pois, etc. Cependant, la plupart des angiospermes réalisent ce que l'on appelle la fécondation croisée. Les grains de pollen produits par certaines fleurs ne pourront féconder que les fleurs d'autres individus de la même espèce. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point. Différentes adaptations évolutives favorisent la fécondation croisée. D'abord, des fleurs mâles et des fleurs femelles séparées sur des plantes différentes, comme le kiwi, donc espèce dioïque. Ensuite, un décalage temporel dans la maturation des pièces florales et des gamètes, ce sont des espèces à fleurs hermaphrodites, ou bien dans celle des fleurs mâles et femelles, espèces monoïques. Et c'est le cas par exemple de la pimprenelle, que nous avons vu tout à l'heure, où je rappelle que les stigmates des fleurs femelles et les étamines pendantes des fleurs mâles peuvent être observés à l'œil nu. Et c'est bien une espèce monoïque car les stigmates des fleurs femelles sont réceptifs alors que le pollen des fleurs de même plant n'est pas encore arrivé à maturité. Donc lorsqu'il sera arrivé à maturité, les choses vont s'arranger. Ensuite, troisième point, c'est que la morphologie des pièces fertiles et ou des grains de pollen
des mécanismes d'auto-incompatibilité également, c'est-à-dire rejet par le stigmate de tout pollen présentant des caractéristiques génétiques proches, peuvent empêcher l'autofécondation des fleurs hermaphrodites. Donc je répète, sans mettre les parenthèses, c'est que la morphologie des pièces fertiles et ou des grains de pollen, également des mécanismes d'auto-incompatibilité, peuvent empêcher l'autofécondation des fleurs hermaphrodites. Les primevères, par exemple, présentent deux types de fleurs et deux types de grains de pollen. Certains plants portent des fleurs de type 1, alors on va dire que c'est pistil avec style court et extrémité stigmatique fine, étamine située vers l'ouverture de la fleur et produisant de gros grains de pollen sphériques. D'autres, que l'on va appeler, donc on va dire que ce sont des fleurs de type 2, ont un pistil avec un style long et une grosse extrémité stigmatique. Les étamines sont situées plus bas et produisent de petits grains de pollen ovales. Donc, le pistil d'une fleur est adapté à recevoir le pollen d'une autre fleur. Alors, essayons de répondre à deux autres petits problèmes, c'est-à-dire que pour comprendre comment se réalise la fécondation chez les plantes qui vivent fixées, nous allons essayer d'expliquer quelles sont les adaptations des organes mâles et femelles favorisant la rencontre des gamètes, sachant que l'on en a parlé, donc là vous allez faire un bilan, en décrivant également le trajet des gamètes mâles jusqu'aux gamètes femelles. Et deuxième petit problème à résoudre, c'est de pouvoir représenter sous forme de schéma les modalités de la fécondation pour les différents exemples du document que l'on a vu précédemment et de préciser leurs conséquences génétiques. Donc ça concerne évidemment les différentes modalités de fécondation, alors que le premier petit problème concerne plutôt la rencontre des gamètes dans l'ovaire. Alors, donc essayez de faire ce travail, donnez-vous un temps limité, le temps que vous voulez, donc mettez sur pause et je vous donne la correction. Donc voici la correction. Alors, je ne ferai pas les schémas, simplement je vous laisse le soin de le faire. Alors, premièrement, adaptation des organes mâles. Nous allons voir ensuite, dans un deuxièmement, l'autofécondation. Alors d'abord, adaptation des organes mâles. Je vous répète que nous répondons à la problématique suivante, c'est de savoir expliquer quelles sont les adaptations des organes mâles et femelles favorisant la rencontre des gamètes en décrivant le trajet des gamètes mâles jusqu'aux gamètes femelles. Donc, adaptation des organes mâles. Et nous verrons tout à l'heure l'adaptation des organes femelles. Donc d'abord, adaptation des organes mâles, je répète, les gamètes mâles sont contenus dans les grains de pollen mobiles provenant des étamines. Les grains de pollen secs pour assurer leur résistance au cours de leur transport doivent s'hydrater pour germer et former de longs tubes polliniques. Tubes polliniques qui, en grandissant, se dirigent vers les ovules contenant les gamètes femelles présents dans les ovaires du pistil. C'est à cet endroit que se produit la fécondation. Donc ça, c'était pour l'adaptation des organes mâles. Voyons maintenant l'adaptation ou les adaptations des organes femelles. La forme élargie du stigmate du pistil, sa structure collante, visqueuse, plumeuse, ses aspérités, etc. permettent au pollen de se poser et de s'y accrocher. Le stigmate sécrète un liquide sucré favorable à la germination des grains de pollen. Les stigmates, quant à eux, reçoivent plusieurs types de pollen d'espèces différentes.
Mais des contrôles génétiques complexes leur permettent de reconnaître le pollen de la même espèce, ainsi que le pollen produit par la plante elle-même, autopollen, du pollen produit par d'autres plantes de la même espèce, on dit allopollen. Donc je répète, que des contrôles génétiques complexes leur permettent de reconnaître le pollen de la même espèce, ainsi que le pollen produit par la plante elle-même, du pollen produit par d'autres plantes de la même espèce. Donc ils sont capables de reconnaître le pollen de la même espèce par rapport à un autre pollen produit par d'autres plantes. C'est ce que ça veut dire. Chez la plupart des espèces, l'allopollen est préférentiellement adapté. Les tissus mâles et femelles émettent des signaux chimiques qui guident précisément le tube pollinique vers l'entrée de l'ovule. Les noyaux mâles sont conduits passivement à travers le tube pollinique du stigmate à l'ovule contenu dans l'ovaire. Donc je répète que les noyaux mâles sont conduits passivement à travers le tube pollinique du stigmate vers l'ovule contenu dans l'ovaire. Et il y a là alors ce que l'on appelle une double fécondation qui va s'effectuer, mais ce n'est pas au programme de spécialité SVT. Deuxième chose, voyons maintenant l'autofécondation. Donc la plupart des fleurs d'angiosperme sont hermaphrodites pour la valeur de 90%. Certaines pratiquent l'autofécondation, donc c'est le cas du pois, du blé, du soja, du lin, par exemple. Les grains de pollen se posent sur le stigmate de la même fleur et sont reconnus comme compatibles. Les gamètes femelles contenues dans les ovaires de celle-ci et à maturité en même temps peuvent ainsi être fécondées. Dans le cas du pois, les pièces fertiles sont enfermées dans des pétales soudés, la carène, ce qui favorise ce mécanisme. La diversité génétique qui résulte de ces autofécondations est bien sûr faible puisqu'elle ne repose que sur les seuls allèles présents chez l'individu parental. Mais on a également une possibilité de fécondation croisée. Donc toujours dans ce deuxième point, on a vu l'autofécondation. Voyons maintenant la fécondation croisée. Le pollen d'une fleur fécondant les ovules d'une autre fleur. C'est ça, l'autofécondation croisée. Ce processus garantit une grande diversité génétique en mélangeant les allèles des plantes parentes. Il existe différentes adaptations évolutives favorisant la fécondation croisée. Premier point. Les espèces dioïques, chez lesquelles les fleurs mâles et femelles sont sur des plantes différentes, comme dans le cas du kiwi ou du Lychnis dioïque. Donc ce sont des espèces dioïques évidemment. Fleurs mâles et fleurs femelles sont sur des plantes différentes. Deuxième point, deuxième cas, il peut y avoir un décalage temporel dans la maturité des pièces florales mâles et femelles chez les fleurs hermaphrodites ou chez les plantes monoïques. Par exemple, fleurs mâles et fleurs femelles différentes, mais sur la même plante. Et c'est le cas également de la pimprenelle. Et troisième cas, il peut y avoir des barrières physiques, comme dans le cas de la prime vert, et il peut y avoir également des incompatibilités génétiques. Donc voilà, de la plante sauvage à la plante domestiquée, nous avons répondu assez bien, je pense, à la problématique suivante. Comment les gamètes parviennent-ils à se rencontrer pour fusionner? Donc ça, c'était le premier point. Et ensuite, on a vu qu'il y avait différentes modalités de fécondation. Et dans ces conditions-là, comment les gamètes parvenaient-ils aussi à se rencontrer pour fusionner? Donc on est bien dans une grande problématique, rencontre des gamètes dans l'ovaire, en fonction de différentes modalités de fécondation. Donc,
je pense que l'on va s'arrêter là. Le cours est terminé. Merci. Je vais arrêter de rigoler. Bon, alors, il faut que je trouve le petit bouton. Bon courage.